Et nous revoici sur Dragon Age Origins pour cette 6e partie. Attention, nous allons cette fois-ci rentrer dans le Picte du Soldat. A de suite. Et nous y voilà, le Pic du Soldat. Par le souffle du Créateur, regardez donc, quelle immense forteresse. Je vous avais dit que la carte nous ferait traverser les tunnels. Je n'étais pas perdu, c'est la carte qui était détrempée. Nous y voilà en tout cas. Bref, je vous suis, de loin. La mort a investi cet endroit. Attendons-nous à des embûches. Le Pic du Soldat. Il a l'air d'avoir connu des jours meilleurs. Des siècles meilleurs. Repliez-vous immédiatement. Ce ne sera pas une mince affaire que de conquérir le pic, monseigneur. J'ai donné aux gardes des ombres le choix d'une mort honorable, mais ils préfèrent se terrer comme des lâches. Soit, nous suivrons les conseils du roi, qu'il crève de faim. Mais le pic a pour des mois de provisions. Alors nous attendrons. Et quand ils seront trop faibles pour lever leurs armes, nous les passerons par le fer. Vous avez senti? J'ai eu comme un vertige. Je ne suis pas fou, vous l'avez vu vous aussi. J'ai entendu une ballade orlésienne à ce sujet, une belle prisonnière d'un rêve. Selon la chanson, Bélissa ne se réveille jamais. Votre charmante amie me rend nerveux, garde des ombres. Comment est-ce possible? C'est donc que cet endroit est vraiment hanté. Oui, garde des ombres. Encore ces créatures non. Les hommes ont le moral en berne. Dans pareil cas, mes sorts sont impuissants, commandeur. On ne mène pas ces hommes par la magie uniquement, Adanus. Je vais leur rappeler ce que sont des gardes des ombres. Messieurs, je ne vais pas vous mentir. La situation n'est guère encourageante. Nous sommes en infériorité numérique, le ventre vide, le cœur à vif. Mais nous n'en sommes pas moins gardes des ombres. Les engences fuient éperdues devant nos clairons. Les archidémons périssent sous nos armes. Allons-nous donc courber l'échine devant un vulgaire despote humain? Non! Je n'ai nullement l'intention d'abandonner. Jamais je ne me rendrai, à plus forte raison pour danser la gigue devant Arlan. Ainsi donc, en ce lieu sanctifié où des générations de nos frères ont guerroyé contre les engences et le mal, je vous propose de transmettre un message à ce fils de chien, de lui faire comprendre que ces murs abritent des hommes fiers et inébranlables, et plutôt mourir que de me soumettre à la tyrannie. Ils sont restés braves jusqu'au bout, malgré la famine. Et mon arrière-arrière-grand-mère était à leur tête. À vrai dire, son vivant n'a guère marqué les esprits. C'est surtout la guerre de succession après sa mort qui est restée dans l'histoire. Plus d'une décennie durant, elle a ravagé Denerim et le palais. Devant l'étendue des pertes, les historiens ne s'en sont pas remis. Qui sait, nous trouverons peut-être ici des réponses à leurs questions. Mais assez bavassé. Ouvrez la marche, mon ami. C'est presque terminé. Il faut que la vérité transparaisse.
notre fière rébellion. Nous étions si proches. Et la voilà étouffée dans l'œuf. Nous n'aurions jamais dû nous soulever. Les gardes des ombres n'ont pas vocation à attaquer les régnants. Aurait-il fallu rester sans broncher, tandis que... Décidément. Mais une rébellion, de quoi parlait-il? Si seulement le livre n'avait pas brûlé. Mais Sophia devait avoir ses raisons. Les gardes des ombres sont des héros. Il y a des injustices qu'on ne peut laisser commettre. Alors, que faites-vous donc en compagnie du Tiern Loghain? Je n'échangerai pas votre vie contre la mienne. Tendez chèrement chaque bout de terrain. Tenez le flanc. Nous avons besoin de vous. Mais la tête, pauvre souche, Suzanne, déconne. Par le sang d'Andrasté, que se passe-t-il? Continuez, Avernus, coûte que coûte. Ne lui laissez aucun répit. Non, repoussez les hommes du roi, je vous l'ordonne. Pauvre sot, tous odeur de mort, de souffrance et de sang. Le voilà cédé. Ton âme appartient à Avernus. Acolyte, battez en retraite, le combat est perdu. Avernus! Que c'est-il? Oh non! Encore des combats? Les gardes des ombres ont invoqué des démons. Je n'en reviens pas. Et tout cela avec l'accord de mon aïeul. J'attendais mieux de ma famille, je dois en convenir. Mais peut-être les réponses nous attendent-elles plus avant? Restez où vous êtes, garde des ombres. Nous souhaitons vous parler. Nous sommes Raiden, commandeur Sophia. Grand-mère? Vous avez donc si bon nombre de la chambre démoniaque pour parvenir jusqu'ici. Nous souhaitons vous proposer un marché. Alors, il faut savoir que donc c'est un esprit qui habite le corps de la grand-mère de Olai, voilà. Mais vous pouvez faire le choix de l'aider et de vous retourner contre lui ensuite. Ou alors vous pouvez le faire maintenant, le tuer et vous emparer de son armure, voilà. Car en fait, le pacte qu'il va vous demander de faire, c'est de tuer le vieux mage. Et voilà, pour que puissent reposer leur esprit. Et moi, je vais faire le contraire, je vais être contre lui et ne pas négocier avec lui. Vous n'y pensez pas? Il ne reste rien du commandeur Dryden. Elle est possédée. Dites à votre servant de rester à sa place. Rappelez-lui l'obéissance. Nous allons vous répondre. Nous sommes piégés au pif des soldats. Les souvenirs de Dryden regorgent de captivants que nous prenons au devoir. Pour nous libérer, rendez-vous dans la veille du démarrage et abattez-la. En contrepartie, nous serons plus de démons,
plus d'ennemis. La quiétude reviendra du pic. Cela, il suffit de nous laisser partir. Jamais je conclurai un pacte avec toi. Alors, c'est que vous êtes stupide. Alors ça y est, j'ai obtenu l'armure, mais il me faut 30 de force pour la porter. Je vous la montrerai un peu plus tard. Eh bien, qu'avons-nous là? Je vous entends. Ne perturbez pas ma concentration. En ce moment même, les démons tentent de renflouer leur rang. Est-ce vous que je dois remercier pour ce déséquilibre aussi bienvenu que temporaire? À peine. Il ne me reste que peu de temps. Prenez garde. Cet homme s'est livré à des pratiques que proscrit le Créateur. Ne vous fiez pas à son air frêle. Et c'est du Créateur que vous tenez cela, je présume. Non. Mes recherches ont été proscrites par des hommes bornés, non pas par un dieu. Assez. Que faites-vous ici? Quel est le motif de votre venue? C'était un mal nécessaire. Pour vaincre ces démons abjects, je me devais de mettre tous les atouts de mon côté. En tant que garde des ombres, vous êtes bien placé pour le savoir. Nécessaire. Se soulager après 8 heures de voyage, ça, c'est nécessaire. Mais invoquer des démons, rien ne peut le cautionner. Charmant. De par mes recherches, ainsi qu'un soupçon de magie du sang, mais quand bien même qui d'autre braverait le pic du soldat? J'en conviens de tout cœur, c'est là notre priorité. Notre seule priorité. Et à quelle question? Je suis tout oui. La chanterie a la sottise de proscrire la magie du sang, alors qu'elle renferme encore d'innombrables secrets. Tandis que mon corps subissait les ravages du temps, j'ai trouvé un moyen de les atténuer, mais non de m'y soustraire. À quoi bon? Le tyran Harland est mort de longue date, ainsi que tous nos nobles camarades de notre belle rébellion. La dépouille de Sophia a beau être encore animée, son âme nous a, elle aussi, quittés. Qu'il régnait dans la terreur et le poison, que sa perfidie a poussé les nobles à s'entretuer. Nous le prenions pour un monstre. La rébellion semblait être notre seule issue. Mais il faut croire que le poids des ans a tempéré notre défaite. Nous pensions le royaume condamné, mais il a survécu. Ils étaient trop à faire taire. Même la sorcellerie a ses limites. Nous nous sommes donc alliés au Tiam Kousland. Avec son appui, la victoire était à notre portée. Au lieu de cela, nous sommes tombés dans une embuscade tendue par la garde royale. Le commandeur Dryden et moi-même avons bien failli y rester. Tiens donc. Alors, bien des vôtres sont tombés ce jour-là.
J'ai vu la tête du Tiern sur la table des négociations, une pomme fourrée dans la bouche. J'imagine que les bouchers d'Arland ont massacré suffisamment de Kousland pour faire entendre raison aux autres. J'avais envisagé la possibilité d'un échec, mais que tant de démons échappent à mon emprise, cela dépassait mes prévisions les plus pessimistes. Mon chemin n'en restait pas moins tout tracé. Je devais me mettre à l'abri pour contenir cette menace. J'imagine que les bouchers d'Arland ont massacré suffisamment de Kousland pour faire entendre raison aux autres. Certes, mais c'était notre ultime recours. La survie était à ce prix. Des mois durant, j'ai préparé les cercles incantatoires. Je me suis plongé dans les abîmes de l'immatériel. Ce fut l'heure de gloire de la science arcane. Des démons par dizaines, tous soumis à ma volonté. Mais vu le nombre de variables, il fallait s'attendre à des erreurs de calcul. J'étais à 2 doigts de réussir. C'est elle qui en a donné l'ordre. Mais j'aurais invoqué les démons avec ou sans son aval. Seuls les gardes des ombres sont à même de superviser la recherche magique. À même de redécouvrir les secrets des anciens Tevintid. Mensonge que tout cela. Que la chanterie à colporter pourra servir les mages. Pour assurer son joug. Et comment savez-vous qu'elle a raison? La foi impose force aveuglément sans guère donner en retour. Mon seul regret est d'avoir échoué, de ne jamais avoir pu châtier Arland. Paroles lourdes de sens, venant d'une garde des ombres, aussi lourde que mon âme. Laissez-moi donc racheter la plus grande de mes erreurs. Laissez-moi purifier cet endroit. Alors seulement j'accepterai la sentence que je mérite à vos yeux. Oui? Pour endiguer le flot démoniaque, rectifier les erreurs du passé. La magie du sang est d'origine démoniaque. Tous les sorts dont je dispose, ils peuvent les contrer. Mais la souillure des engences, voilà un pouvoir s'il en est. Un pouvoir étranger à leur emprise. Les gardes des ombres ne s'en servent guère que pour localiser les engences. Or, mes recherches indiquent des perspectives vertigineuses. Non seulement ce savoir pourrait sauver le pic du soldat, mais les gardes des ombres pourraient aussi consolider leur pouvoir. Vous avez déjà lu mes recherches, mais avec le temps et les ressources appropriées, je pourrais en apprendre bien plus encore. C'était une absolue nécessité. Les quelques minces années qu'ils auraient passées, piégés dans cette tour, n'étaient rien face à l'enjeu collectif. J'ai donné un sens à leur mort. Oui? Maître mage, depuis plus d'un siècle, le nom de ma famille est rabaissé plus bas que terre. Avez-vous la moindre preuve de l'héroïsme dont Sophia a fait montre? L'enfant qui a bravé les brumes. Ainsi donc, tu as répondu à mon appel. Et tu es un Dryden. Ma foi, le cosmos a le sens de l'humour. Ce n'était qu'un enfant quand il s'est aventuré dans les tunnels qui courent sous le pic. Le cœur pur et résolu.
Par le biais des rêves, je lui ai donné les clés dont il avait besoin. C'était ma planche de salut. Ton arrière-arrière-grand-mère était la meilleure d'entre nous. Brave, charismatique, enflammée, dévouée corps et âme au combat. Malgré tout, nous avons été défaits. C'était un tyran que nous affrontions, comprends-tu? Ah, comme nous étions hardis à l'époque. Sourds aux conséquences. Mais des preuves, il n'en existe aucune. J'avais de l'espoir, mais... Merci, garde des ombres. Fort bien, je n'ai qu'une requête. Si c'est la justice ou la vengeance qui vous amène, retenez votre bras jusqu'à temps que les démons ne soient plus. Nous devons nous rendre dans la grande salle pour que je redresse les torts que j'ai causés il y a bien longtemps. Le danger nous attend. Les démons feront tout ce qui est en leur pouvoir pour nous arrêter. En avant! Faut agir vite. Les démons sont à nos portes. Il faut refermer le voile. Je vais défaire les cercles incantatoires que j'ai dessinés il y a bien longtemps. Des vagues d'esprits et de démons risquent de franchir le pas. Débarrassez-nous-en. Je m'y attelle. Il me faut d'abord invoquer les pouvoirs arcanes. Je les ressens. Ils affluent. Alors, maintenant vous pouvez aller voir Avernus, soit vous l'épargnez, soit vous le tuez. Si vous l'épargnez, il continuera ses expériences et vous donnera plus d'informations dans les Gardes des Ombres sur les prochains jeux qui vont suivre. Soit vous le tuez, car il a manifestement fait des expériences illégaux au sein des Gardes des Ombres. Voilà, moi je vais choisir de le tuer. Comme ça vous récupérez sa robe de mage et ainsi de suite. Et il vous rapporte un peu plus d'expérience aussi. C'est terminé. Le voile est de nouveau solide. Plus qu'il ne l'était jusque-là, du moins. Je vous ai promis de m'en remettre à votre jugement, et je tiendrai parole. Puis j'espérais me consacrer à mes expériences. Vous êtes allé trop loin, Avernus. Garde des ombres ou pas, la magie du sang est proscrite. Qu'il en soit ainsi. Vous avez réussi, garde des ombres. La paix règne à nouveau au pic du soldat. Vous avez bien fait d'expédier Avernus ad patres. Un mage du sang parmi les gardes des ombres? Il ne faut pas que cela parvienne aux oreilles des bonnes gens. Certains se méfient encore des gardes des ombres malgré l'enclin. Pauvre sot. Mais je n'ai rien recueilli qui puisse racheter ma famille. Oui, j'imagine. J'ai passé trop longtemps à me préoccuper du passé, à chercher des réponses. Mais j'aurais sans doute mieux fait de rester chez moi. Enfin, n'en parlons plus. Je vous avoue un certain désarroi. Vous avez toute une forteresse à présent. Le moment me paraît venu de reprendre mon commerce. J'envisage de faire du Pic mon quartier général. Les bandits sont nombreux dans les parages, mais aucun n'oserait venir ici.
C'est l'endroit rêvé pour entreposer des marchandises. Et bien sûr, vous aurez droit à une remise substantielle. Eh bien voilà. Une porte en moins pour les démons, une base en plus pour les gardes des ombres. La pêche a été bonne. Cet endroit me manquera. Il était infesté d'esprits et de morts vivants, mais il n'y avait pas d'oiseaux. Pas un seul de ces ignobles volatiles. Quand ma famille sera là, j'aurai peut-être des marchandises à vous proposer. Et tant qu'à faire, nous mettrons un peu d'ordre ici. Mes neveux, en tout cas. Donc voilà, la quête du pic du soldat est finie. Alors par contre, une chose qui est importante, vous voyez le tableau en face de moi avec des étoiles là-bas. Eh bien, vous devez vous approcher. Vous voyez le portrait. Et vous devez lire les serments de la garde des ombres. Et un coffre en or va donc se libérer, qui est donc caché. Vous allez voir. Voilà, vous avez trouvé le tableau qui remonte à l'époque du commandeur. Assurien, peut-être son histoire a-t-elle très à ceci. Alors, récitez le serment des gardes des ombres. Et voilà, vous avez donc un coffre qui apparaît et dedans il y a de jolies petites choses à récupérer. Mais ça, je vous laisserai découvrir. Nous allons continuer notre aventure. Donc de retour au pic du soldat, pardon. Et voilà donc le changement. Alors, il faut savoir qu'au cours de votre voyage, quand vous allez traverser les cartes, vous allez tomber sur un cratère avec un métal étrange. Et bizarrement, les personnages qui vont parler sont les parents adoptifs de Superman. Alors je pense que c'était un clin d'œil qu'ils ont fait à Superman, je pense. Vous allez donc récupérer avec ça, un matériau. Et ce matériau vous permettra d'avoir une épée en... Comment on appelle ça déjà? J'ai oublié le nom, ça va me revenir. En genre de métal, un métal en étoile. Voilà, un peu équivalent au mithril de Tolkien, du Seigneur des Anneaux, mais avec des vertus magiques. Voilà, assez sympathique. Et ça sera au cours de jeu. Vous revoilà, garde des ombres. Comme vous le voyez, nous ne nous sommes pas tournés les pouces. C'est nettement plus propre comme ça. Même mon frère Michael a quitté sa cachette. Il n'y a pas de meilleur forgeron que lui. J'ai aussi quelques réserves qui pourraient vous intéresser. Profitez-en au plus vite avant que mes cousins les emportent ailleurs. J'y ai songé, mais je préfère les laisser croire que nous descendons d'une lignée de lions. Même si la vérité est autrement plus compliquée. C'est dans ce sentiment d'injustice que ma famille a puisé sa force. Nous sommes une grande famille. En votre absence, nous avons tous mis la main à la pâte. On a peine à croire que cet endroit abritait cadavéreux démons et que sais-je encore, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Bon, pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Peut-être que je prendrai un peu plus tard. Ah si, ça c'est intéressant. Rune de glace de grand maître. Ça c'est bien ça. Ça coûte cher mais c'est bien. Voilà, donc ça descend très vite le fric, hein, comme vous pouvez voir. Hein. J'ai pris parce que ce sont des runes qui sont très très puissantes. C'est pour ça que je les prends ces deux-là.
Et donc là, au passage, si dans votre équipement vous en avez trop, et ben vous avez votre propre coffre pour mettre les objets dedans. Vous, c'est vous, la garde des ombres. Notre famille vous doit beaucoup. Je vous fais un prix sur mes armes dès qu'elles sortent de la forge. Ma famille regorge de commerçants qui ont la vie belle et la panse rebondie. Moi, j'ai préféré me tourner vers l'art du métal et de la pierre. J'en tire de la force. En effet, j'ai passé ma vie à étudier l'acier, l'os de dragon et autres matériaux. J'ai appris tout ce que je pouvais dans les contrées humaines. Le reste, ce sont des nains en exil qui me l'ont enseigné. Donnez-moi la crème des métaux et des matériaux, et je ferai des merveilles. Alors lui c'est pareil, il a des trucs qui sont intéressants, hein, que vous pourriez prendre un peu plus tard quand vous auriez un peu plus de fric. Entre-temps, voilà, le matériau que je vous parle, c'est lui qu'il faudra avoir pour qu'il vous la construise. Alors vous aurez le choix, soit une épée à deux mains, ou une épée ordinaire comme j'ai, voilà. Mais je préfère l'épée ordinaire personnellement, donc à une main et pas à deux mains, voilà. À part si votre personnage est équivalent à une arme à deux mains, voilà. Donc nous allons continuer, peut-être discuter un petit peu au camp, et nous passerons au prochain chapitre. Oui. Eh bien, je vous écoute. Évidemment, j'aime trop les histoires pour les garder pour moi. Selon moi, tout un chacun devrait pouvoir en profiter. Selon la chanterie, c'est l'orgueil des hommes qui aurait créé l'engeance. Autant jadis, les puissants mages de l'Empire Tevinti régnaient sans partage sur le monde tel que nous le connaissons. Dans leur orgueil, ils pensaient leur magie invincible et s'imaginaient être au-dessus du Créateur lui-même. Ainsi donc, ils envahirent sa cité d'or, comptant s'en emparer et déposer leur propre Créateur. Mais ils étaient impurs et rongés par le péché. Et c'est leur péché qui souilla la cité d'or, la corrompant à jamais. Le Créateur les maudit et les envoya au loin hors de sa vue. Où qu'ils aillent, ils répandraient la souillure de leur péché. Toute terre touchée par cette souillure fut corrompue, en proie à l'enclin et hostile à toute forme de vie. Elle vit apparaître les engeances, venues pour nous tourmenter et nous rappeler notre immense orgueil. Bien sûr, les Orlésiens raffolent des histoires. Je vais vous raconter ma préférée, la geste d'Aveline, chevalière d'Orlaïs. Il y a fort longtemps naquit la fille d'un fermier. Il avait espéré un fils et non une fille. Aussi demanda-t-il à sa femme d'abandonner l'enfant dans les bois. Avant que le froid ne l'emporte, l'enfant fut trouvé par une tribu d'elfes dalassiens, qui prirent pitié de cette pauvre créature et l'éduquèrent comme l'une des leurs. Aveline, ainsi qu'il l'avait nommée, devint robuste, véloce et rusée grâce à l'enseignement des elfes. Elle savait manier l'épée aussi bien qu'un homme, pouvait tuer un cerf à 100 pas d'une seule flèche adroitement décochée, et était aussi gracieuse à cheval qu'elle l'était à pied. Les Dalassiens, qui avaient pris soin d'Aveline, voyant qu'elle était apte à terrasser n'importe quel berruyer orlésien, voulurent donner une leçon aux humains cruels qu'il avait laissés pour morte. Ils lui fournirent un bon cheval et une armure solide, et l'envoyèrent défier son peuple à l'occasion du grand tournoi. À l'époque, nulle femme n'était autorisée à porter les armes, encore moins à participer au grand tournoi. Mais Aveline prit soin de garder son aume et se fit passer pour un homme. Aveline remporta maintes joutes et gagna les faveurs d'une foule en liesse. Elle finit par affronter le chevalier Kaleva lors de la grande mêlée. Aveline l'avait déjà battu lors de la joute, et Kaleva était résolu à ne pas perdre une seconde fois.
Cherchant à tout prix à redorer son blason, Kaleva fit trébucher Aveline et la plaqua au sol, lui arrachant son aume au passage. Un silence de mort se fit autour de la reine, quand apparut enfin le visage d'Aveline. Kaleva exigea que les combats précédents soient invalidés. Une femme y avait pris part contre tous les règlements. Mais la foule était derrière Aveline. Kaleva était furieux, car il avait été battu par une femme et refusait une telle honte. Aveuglé par la rage, il fit mettre Aveline à genoux. « Voilà ta place, femme !» hurla-t-il, avant de lui trancher la gorge. Le fils du roi, le prince Freyan, était présent. Il reconnut publiquement la valeur et le courage d'Aveline, et commença à voir l'injustice faite aux femmes dans son royaume. Lorsqu'il fut couronné, il révisa les lois d'Orlaïs afin que les femmes aient le droit de devenir berruyers. Honorant Aveline, il l'adouba à titre posthume. Depuis ce jour, toute femme adoubée honore Aveline la brave, patronne de toutes les femmes berruyées. J'en connais une que m'a racontée ma mère il y a bien longtemps. Elle m'a toujours glacé les sangs. Peut-être avez-vous entendu parler de Flémette? Oui, j'ai entendu parler de Flémette. Flémette, la mère de Morrigan, s'appelle Flémette. Vous êtes sûr? S'agissait-il de la Flémette légendaire? Flémette la dévoreuse d'hommes? Flémette mère des sorcières? Flémette la démoniaque? Celle qui vit dans les brumes? Elle avait toute l'air d'une vieille femme ordinaire. Ma foi, si Flémette vit toujours, elle doit être extrêmement âgée aujourd'hui. En Ferelden, Flémette est le croque-mitaine dont les mères effraient leurs enfants. S'ils ne sont pas sages, Flémette s'emparera de leur esprit et le possédera à jamais. On dit aussi de Flémette qu'elle pleure sa beauté perdue et qu'elle peut voler la vôtre dans le reflet d'un miroir. La beauté de Flémette était connue de tous. Ses cheveux avaient la couleur d'une nuit sans lune, sa peau la pâleur des premières neiges, et ses yeux le bleu-vert profond d'une mer déchaînée. Jeune fille, elle attira l'attention du seigneur de Haute-Cime, Conobar, qui la prit pour épouse. Conobar comprit bien vite que sa jeune épouse était douée pour la magie. Il garda pour lui ce secret, de crainte qu'on ne lui enlève sa bien-aimée. Flémette demeura auprès de Conobar quelques années, et avec sa bénédiction, elle pratiqua son art. Mais un jour, un jeune poète nommé Ozen se présenta au château. Flémette tomba sous le charme de la voix d'Ozen, lequel succomba à sa beauté, et ils s'éprirent l'un de l'autre. Flémette voulait vivre auprès de l'amour de sa vie. Avec Ozen, elle quitta donc le domaine de Conobar, trouvant refuge dans les terres sauvages de Korcari, au sein d'une tribu chazinde. Ils y coulèrent des années heureuses, jusqu'au jour où Flémette apprit que Conobar se mourait. Elle souhaita alors revoir son visage une dernière fois. Le cœur de Flémette était empli de pitié pour l'homme qui avait été son époux, et elle supplia Ozen de retourner avec elle auprès de Conobar. Mais lorsque Flémette et Ozen arrivèrent à Haute-Cime, ils furent capturés par les hommes de Conobar, et le poète fut exécuté sous les yeux de Flémette. Flémette fut emprisonnée dans la plus haute tour du donjon, dans l'attente du jugement que prononcerait Conobar. Ravagée par la mort de son amant, Flémette jura la perte de son époux. Elle convoqua un démon de l'immatériel pour assouvir sa vengeance, mais son sortilège n'eut pas l'effet escompté. Le démon posséda Flémette et fit d'elle une abomination. Les murs du château se noircirent de sang, lorsque le monstre qu'était devenu Flémette massacra Conobar et sa suite. C'en était fini des derniers vestiges d'humanité chez Flémette, qui dès l'aube regagna les terres sauvages pour y ruminer sa haine pendant tout un siècle. On rapporte qu'elle prit nombre d'amants chez les barbares chazindes, engendrant maintes filles sorcières qui, encore aujourd'hui, hantent les plus sombres recoins des terres sauvages de Korcari. Laquelle?
comment les elfes ont arraché leur liberté à l'Empire Tevintid. Lorsqu'Andrasté entreprit sa marche exaltée contre l'Empire, les elfes se rallièrent à sa cause et bravèrent leur maître. Le grand chef elfe Shartan, né en captivité, mena la révolte de son peuple. Il imagina un avenir où les elfes seraient libres. Shartan fut tué lorsqu'Andrasté fut trahi, mais les elfes continuèrent le combat pour finalement se libérer du joug de l'Empire. Les elfes revendiquèrent une nouvelle patrie et s'établirent en Dalacie, dans les terres du Sud. Les elfes vécurent en Dalacie pendant des siècles, ranimant le culte de leur ancien dieu et refusant que la chanterie y tienne congrégation. Ce refus provoqua l'ire de la chanterie, et l'hostilité entre les deux factions tourna finalement à la guerre ouverte. La chanterie soutient que ce sont les elfes qui ont frappé les premiers, mais personnellement, je ne sais qui croire. La chanterie déclara une sainte marche exaltée contre les elfes, reprenant le terme utilisé pour la croisade d'Andrasté contre l'Empire Tevintid. Au cours de la marche exaltée de Dalacie, les villes elfes furent mises à sac et la nation elfe totalement dissoute. Certains elfes s'y résignèrent. Ils se plièrent au joug humain et vécurent dans les cités humaines une vie de citoyens de seconde classe. D'autres, farouches défenseurs de leur héritage, refusèrent d'être asservis et choisirent de mener une vie de nomade. Ainsi naquirent les Dalaciens que nous connaissons aujourd'hui. Andrasté était l'élu du Créateur. Le Créateur avait depuis longtemps abandonné ce monde, lorsque son chant parvint à ses oreilles. Il succomba à sa beauté, sa grâce et sa sagesse, et il offrit de l'arracher à son monde imparfait pour qu'elle devienne sa divine promise. Mais Andrasté avait un époux mortel, et se refusait à l'abandonner. Elle supplia le Créateur de retourner auprès de son peuple. Sa requête était sincère au point qu'elle émut le Créateur, lequel promit de créer un paradis terrestre si tous renonçaient à leur faux dieu pour embrasser sa foi. C'est pourquoi Andrasté entreprit sa marche exaltée contre les idolâtres de l'Empire Tevintid. Le Créateur lui accorda ses pouvoirs afin qu'elle terrassât ses ennemis. Andrasté mit l'Empire à genoux, et ses victoires suscitèrent de nombreuses vocations qui multiplièrent les fidèles du Créateur. Lorsqu'Andrasté entreprit sa marche exaltée contre l'Empire, les elfes se rallièrent à sa cause et bravèrent leur maître. Le grand chef elfe Shartan, né en captivité, mena la révolte de son peuple. Il imagina un avenir où les elfes seraient libres. Shartan fut tué lorsqu'Andrasté fut trahi, mais les elfes continuèrent le combat pour finalement se libérer du joug de l'Empire. Les elfes revendiquèrent une nouvelle patrie et s'établirent en Dalacie, dans les terres du Sud. Les elfes vécurent en Dalacie pendant des siècles, ranimant le culte de leur ancien dieu et refusant que la chanterie y tienne congrégation. Ce refus provoqua l'ire de la chanterie, et l'hostilité entre les deux factions tourna finalement à la guerre ouverte. La chanterie soutient que ce sont les elfes qui ont frappé les premiers, mais personnellement, je ne sais qui croire. La chanterie déclara une sainte marche exaltée contre les elfes, reprenant le terme utilisé pour la croisade d'Andrasté contre l'Empire Tevintid. Au cours de la marche exaltée de Dalacie, les villes elfes furent mises à sac et la nation elfe totalement dissoute. Certains elfes s'y résignèrent. Ils se plièrent au joug humain et vécurent dans les cités humaines une vie de citoyens de seconde classe. D'autres, farouches défenseurs de leur héritage, refusèrent d'être asservis et choisirent de mener une vie de nomade. Ainsi naquirent les Dalaciens que nous connaissons aujourd'hui. Alors ça, je l'ai déjà compté, c'est moi qui ai fait une erreur dans la traduction, ce n'est pas grave. Andrasté, voilà comment est morte Andrasté, et ça sera bon, je pense. Hélas, c'est la faiblesse des hommes qui provoqua la perte d'Andrasté. Son époux, Maferat, chef des tribus Alamaris, était devenu jaloux de la popularité de sa femme, dont l'influence grandissante éclipsait la sienne. Puisqu'elle était également la promise du Créateur, Maferat vit en outre le lien qui les unissait s'étioler, Andrasté se dévouant chaque jour davantage au Créateur. Par dépit et jalousie,
Maferat conclut un pacte avec l'archonte Tevinti des Sarian et sa bien-aimée Andraste fut capturée. Andraste mourut sur un bûcher à Minrati, la capitale tévintide. Pourquoi le Créateur n'a-t-il pas sauvé? J'y ai songé, moi aussi. Lui a-t-il refusé sa pitié à cet instant? Qu'en était-il des pouvoirs qu'il lui avait accordés? Cette question me hante depuis longtemps et je n'ai jamais trouvé la réponse. Peut-être Andraste devait-elle mourir pour rejoindre le Créateur? Nous ne saurons jamais la vérité. La chanterie de Tevinter affirme que dans les derniers souffles d'Andraste, le cœur d'Essarian s'adoucit et qu'il entendit la voix du Créateur lui intimer l'ordre de mettre fin à ses souffrances. Il plongea son épée dans son cœur, et alors que son sang coulait sur ses mains, il rejoignit la communauté des fidèles. Selon ses détracteurs, l'archonte aurait épousé la foi car il se savait incapable d'endiguer le flot de fidèles d'Andraste, et qu'il y fut contraint pour rester au pouvoir. Nous ne saurons jamais la vérité. Il succomba à sa beauté, sa grâce et sa sagesse, et il offrit de l'arracher à son monde imparfait pour qu'elle devienne sa divine promise. Mais Andraste avait un époux mortel, et se refusait à l'abandonner. Elle supplia le Créateur de retourner auprès de son peuple. Sa requête était sincère au point qu'elle émut le Créateur, lequel promit de créer un paradis terrestre si tous renonçaient à leur faux Dieu pour embrasser sa foi. C'est pourquoi Andraste entreprit sa marche exaltée contre les idolâtres de l'Empire Tevintide. Le Créateur lui accorda ses pouvoirs afin qu'elle terrassât ses ennemis. Andraste mit l'Empire à genoux, et ses victoires suscitèrent de nombreuses vocations qui multiplièrent les fidèles du Créateur. Voilà, donc nous avons fait le tour de la de la grande histoire et plusieurs histoires que vous raconte Leliana. Nous allons donc continuer et après nous passerons donc au prochain chapitre. Oui, puis-je? Je vous écoute. Ma réponse n'a pas varié, c'est toujours non. Donc rien de plus avec Alistair, bon c'est pas grave. Donc voilà, donc pour le chapitre suivant, donc la partie suivante, nous allons donc aller à Ostagar, retrouver le corps du roi Kellan. Pour cela, nous allons suivre la petite cinématique et la prochaine vidéo sera basée sur cela. Merci. Je n'aurais pas cru que les gardes s'aviseraient de ma fuite aussi rapidement. J'ai tenté de me réfugier dans les bois, mais faute de temps, vous voyez le résultat. Vous étiez à Ostagar.
Vous n'avez rien manqué du spectacle. Pour moi, c'était ça ou finir dévoré par une engeance, ou bien pendu pour désertion. J'ose croire qu'on s'imagine la même chose de nous, sinon pire. J'ai fui le champ de bataille lorsque Loghain nous a trahis. J'ai abandonné mes hommes. Ils sont morts et Kailan avec eux. Il était mon roi, mon ami, créateur. Tout ce temps où j'ai croupi dans les geôles du Ban Loren, je ne pensais qu'à eux, à tous ceux qui ont péri en cette nuit funeste. Je sais. Même si Loghain n'avait pas retiré ses troupes, les engeances étaient trop nombreuses. Malgré sa forfanterie, Kailan lui-même savait que cette bataille était perdue. Le roi m'a confié la clé du trésor royal. Si le pire devait lui arriver, il m'a fait jurer de la remettre aux gardes des ombres. Le Créateur ne manque pas d'ironie. Mais peut-être est-ce pour le mieux. Si j'avais conservé cette clé, le Ban Loren s'en serait emparé. Pourquoi ne suis-je pas surpris? N'y a-t-il personne d'autre que nous devrions ramener d'entre les morts? Je craignais de la perdre sur le champ de bataille. Alors je l'ai cachée au campement. Elle doit toujours s'y trouver. La clé est cachée sous une pierre meuble, au pied d'une statue. Je vous tracerai une carte pour faciliter vos recherches. Vous m'emmenez avec vous, n'est-ce pas? Je suis peut-être sentimental, mais j'ai laissé quelques engeances qui méritent vraiment d'être passées par l'épée. Il est crucial que les documents du roi n'échouent pas entre de mauvaises mains. Quant à l'épée de Maric, elle est trop noble pour être souillée par ces créatures. Idem pour les autres armes et armures du roi. Une dernière chose. Si jamais vous trouvez la dépouille de Kailan, veillez à lui rendre les honneurs. Il ne mérite pas d'être abandonné à pourrir parmi les engeances. Voilà, prochaine destination, retour à Ostagar. La grande bataille qui a lieu au tout début de Kogari. Au tout début. Voilà, près des terres de Kogari, là où je suis devenu garde des ombres. Alors, les documents du roi sont les traités d'alliance qu'avait fait le roi, auquel Loghain était contre. Et là, vous allez donc récupérer l'armure de Kailan ainsi que son épée. Voilà, et plein d'autres surprises vous y attendent. Voilà, donc nous verrons cela pour la prochaine vidéo. Sur ce, mes amis, passez une bonne soirée ou une bonne après-midi si vous regardez la vidéo d'ici là. Bye, c'était Fenris. Donc, je compte sur vous pour aller regarder la prochaine vidéo que je ferai sur Ostagar. Il faut savoir qu'à Ostagar, vous allez donc récupérer l'armure du roi, son épée, et vous allez aussi récupérer les 2 armes de Duncan. Voilà, le garde des ombres qui vous a recruté au tout début de votre partie. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit briefing de ce qui allait se passer pour la prochaine partie. Après cela, nous allons commencer à faire les traités, c'est-à-dire que je ferai certainement les elfes dalassiens en premier. En deuxième, je ferai certainement les nains d'Orzammar ou les mages, je verrai. Et je verrai bien ça sur le tas. Voilà. Sur ce, à la prochaine vidéo.